est au centre régional Casey Irving pour y affronter les Titans d'Acadie Bathurst. Ne manque pas l'avant-match dès 17h30. Rempart contre Titans ce jeudi 18h seulement sur les ondes de Chiz 94.3. Ben, c'est une leçon d'histoire, là, mon amour. Ben, écoutez, pour moi, c'est important. 0 plus une barre pour les vies ici dans l'amélioration des axes routiers. C'est pas compliqué, là. On a tout expliqué, on était transparent, puis on leur a dit, ben, on est rendu là, puis on s'en va par là-bas. Pour ton info locale, écoute Chiz 94.3. Est-ce que tu confonds la clé du laboratoire avec ta clé d'appart? Est-ce que Facebook indique que tu es dans une relation compliquée avec ta thèse? On a une émission pour toi. Écoute Question de savoir sur les ondes de Chiz 94.3 ou en balado-diffusion au chiz.ca pour tout savoir sur le monde fascinant des études supérieures. Question de savoir, une présentation de l'Allier tous les mardis de 11h30 à midi. OK, attention. 1, 2, 3. Chiz! Septembre Éditeur est fier de vous présenter l'émission d'aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Septembre Éditeur propose des outils pédagogiques et des ouvrages pratiques en lien avec l'orientation, le choix de carrière et le monde du travail. Septembre Éditeur, la ressource de choix. On vous invite à prendre une pause sympathique avec notre équipe dynamique et nos collaborateurs passionnés. Voici Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. Vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Maxime Dumais à l'animation pour la prochaine heure et demie en compagnie de mon équipe, ma fabuleuse équipe, ma co-animatrice Marianne Baudin. Bonjour Marianne. Hey, bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Alors, c'est ton retour pour une deuxième fois cette saison. Et je suis vraiment contente d'être là, emballée, encore une fois. On peut dire que ton initiation est presque terminée. Ben presque terminée, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Oui. Mais je suis entourée de gens d'expérience autour de moi, donc je suis en confiance. Et tu me disais en début d'émission, avant qu'on commence, que toi, dans le fond, c'était cette diversité-là que ça plaçait dans ton horaire qui te faisait encore plus apprécier ton travail, de venir ici, faire un peu de radio, puis retourner ensuite travailler comme conseillère d'orientation. Ça te donnait une énergie. Ah oui, moi, je me rends compte que mon équilibre professionnel passe par être sur plein de projets en même temps. Et le fait de venir à Bonheur et vice-versa, ça fait que je suis encore plus énergisée quand je reviens à l'école, puis ça a comme même pimpé l'amour que j'ai pour ma profession. Et là, on peut peut-être te rappeler aux auditeurs, dans le fond, tu es conseillère d'orientation depuis plusieurs années dans les écoles secondaires et tu es à l'école Saint-Jean-Eudes. Oui, depuis 8 ans maintenant que j'ai le bonheur d'accompagner tous ces beaux jeunes que j'aime tant. On les salue. Bonjour tout le monde. Allô tout le monde et mes collègues de travail aussi qui sont extraordinaires. Et j'imagine qu'il y en a une couple qui nous écoute par curiosité, par plaisir. Oui, il y en a qui nous écoutent, ben oui. Puis salut. Ils sont fiers de moi puis je suis contente de ça. On est très content que tu sois dans l'équipe aussi. Et Jennifer, à ma droite, notre journaliste qui est maintenant une vétérante, on peut dire ça. Hein? On peut dire ça. Alors, j'avais peur que tu dises une vieille, mais une vétérante, ça va être bien. Ben là, vétérante, c'est comme un autre mot pour l'utiliser. Hein? Non, mais ça, en tout cas, je l'aime mieux, lui. J'aime ta belle maturité souriante. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Plaisir, comme toujours. Alors, on rappelle aux auditeurs que le principe de Bonheur et vice-versa, c'est pas compliqué, hein? Une émission de radio, un show de divertissement où on a le goût de vous partager notre passion. On est tous des gens dans le milieu de l'orientation, de la relation d'aide et on partage chaque semaine nos connaissances et notre passion pour la profession. Donc, show d'orientation, de psychologie, de relations d'aide, d'entrepreneuriat. Disons qu'on a beaucoup de sujets puis on n'est pas à veille de les épuiser. Vraiment pas. C'est passionnant. Alors, aujourd'hui, on a quand même une grosse émission. Je pense que oui, ben oui, effectivement. C'est une émission spéciale quand même. Ben là, on a beaucoup de choses. Hein? Moi, une émission spéciale pour moi, surtout parce que là, aujourd'hui, je me suis fait un petit cadeau. On reçoit à l'émission ma superviseure de stage que j'avais l'année passée à mon stage de maîtrise. Donc, Guylaine Vandal, qui était conseillère d'orientation à l'IRDTQ. Elle vient tout juste de prendre sa retraite et elle va venir nous parler du secteur de la réadaptation. Il n'y a personne de mieux pour ça, c'est clair. Sinon, après, qu'est-ce qu'on a à l'émission, Marianne? Alors, après notre super entrevue pro, on aura la visite de Anne-Sara Demers qui va venir nous parler de
Nobenel Baleno. Exactement. Et en fin d'émission, on va être avec une femme qui est super inspirante, qui travaille à la Faculté des sciences de l'éducation, Marianne Lirette, qui vient nous parler de l'Académie de la relève entrepreneuriale. Et juste après les premières nouvelles, nous avons notre bien-aimée qui vient nous parler, en fait, au nom du SPLA. Elle est de retour. Elle nous a manqué, Stéphanie-Sophie Gilbert. On sera avec elle un peu plus tard parce qu'on va parler d'un sujet qui est quand même d'intérêt. Comment acquérir de l'expérience pendant mes études pour bonifier mon CV. Alors, vous écoutez Bonheur et vice-versa. Vous êtes avec nous trois pour la prochaine heure. On revient tout de suite. Alors, juste vous rappeler que Bonheur et vice-versa est maintenant diffusé sur 2 stations de radio. Alors, nous sommes diffusés à Chills 94.3 Québec et nous sommes aussi diffusés les jeudis à Sherbrooke à CFAK 88.3. Donc, on est vraiment très heureux de cette collaboration-là. Vous pouvez aller sur le site des 2 stations pour écouter l'émission en balado-diffusion. Et nous remercions cette université, en fait, de nous accueillir. Et on salue les étudiants en orientation, peut-être de Sherbrooke, qui nous écoutent. On espère que vous embarquez dans la belle vague de Bonheur et vice-versa. C'est maintenant le temps des nouvelles Bonheur et vice-versa. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Excusez-moi, je suis complètement déstabilisé. Pendant le petit jingle qui jouait, ma journaliste me rappelle, mais Maxime, on est la 50e émission, puis tu l'as pas dit. Hey, donnez-moi une tape, quelqu'un, j'ai oublié ça, c'est la nouvelle de la journée. Ben oui, hein, si vous le saviez pas à la maison, on est la 50e émission aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Une bonne main d'applaudissements. Party! Et puis moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Vraiment bravo, Maxime. Merci. Parce que c'est grâce à toi d'une initiative qui est née en toi, puis que tu l'as su laisser germer et faire avancer petit pas par petit pas. Et ce n'est qu'inspirant pour toute la communauté des conseils d'orientation. Vraiment bravo. Ben merci, mon Dieu. Je le prends vraiment droit au cœur. OK, là, je suis un petit peu déstabilisé. Vas-y avec tes nouvelles. On reparlera du 50e un peu plus tard dans l'émission. Merci, Marianne. Bon, ben d'abord, je vais te laisser reprendre tes esprits. Puis moi, je vais y aller, en fait, avec ma nouvelle éclair. C'est une nouvelle qui est parue la semaine passée. Lundi dernier, si je me trompe pas, c'est 7 millions de dollars pour retenir les travailleurs retraités. Donc, c'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, qui a annoncé la semaine dernière une série de mesures pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, dont un programme pour l'embauche et la rétention des travailleurs retraités. Ce que ça dit, c'est que les employeurs, en fait, vont pouvoir recevoir 50% du salaire de ces travailleurs en subvention sur une période de 52 semaines, donc 1 an. Le montant remis ne doit pas dépasser, par contre, le salaire minimum de 12,50 $. Québec va consacrer 7 millions sur 5 ans pour mettre cette mesure en place. Il va aussi avoir de nouvelles mesures qui visent à s'attaquer aux faibles compétences en écriture et en calcul des Québécois. Ça dit dans cet article-là qu'environ 50% des Québécois présentent un faible niveau de littératie, soit la capacité à lire et à comprendre un texte. C'est quand même... C'est surprenant. Quand même, oui, j'étais très surpris. Mais là, j'ai hâte de voir comment ils vont s'attaquer à ça, parce que j'ai quand même l'impression que c'est la base qu'il faut peut-être changer ou modifier. Ben ça, je vais sûrement vous en reparler, parce que l'article dit que ça va être annoncé sous peu. Fait que je vous reviendrai avec les mesures pour ça. Est-ce que c'est un peu la même chose que ta première nouvelle? Là, on donne de l'argent pour pas qu'ils s'en aillent, mais est-ce que c'est la solution pour garder les travailleurs d'un certain âge sur le marché du travail? Un petit peu plus bas, on dit que on dit en fait que le Conseil du patronat dit que ce sont des bonnes mesures, mais que c'est pas suffisant. L'employeur doit aussi être accompagné pour la mise en place de conditions de travail adaptées pour cette main-d'œuvre. Alors, un peu plus tard dans l'émission, Jennifer, tu vas nous parler de la performance quand elle devient toxique. Exactement. Et par la suite, tu nous parleras aussi des employeurs. S'ils osaient la flexibilité illimitée, en fait, tu leur donnes un petit défi.
Oui, ben, vous allez trouver ça intéressant. J'ai hâte de vous en reparler. Alors, on continue en musique avec une chanson qui me fait du bien. Disons que c'est ma chanson bonheur de la journée. Une chanson d'Elisa, Was Looking. Vous irez voir son vidéoclip, il est magnifique. Juste après la pause musicale, on est enfin avec Stéphanie-Sophie Gilbert, conseillère en emploi du SPLA, qui vient nous parler de comment acquérir de l'expérience pendant vos études afin de bonifier votre CV. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. OK! Je m'entends pas. Tu t'entends pas? Non, Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 10h42 minutes et c'est le moment d'accueillir une de nos habituées à Bonheur et vice-versa. Elle s'appelle Stéphanie-Sophie Gilbert et elle vient au nom du SPLA depuis au moins, je vous dirais, le début de l'histoire de Bonheur et vice-versa. On la reçoit avec bonheur aujourd'hui. Carrière. Une présentation du service de placement de l'Université Laval. Alors, bonjour Stéphanie-Sophie. Bonjour Maxime. Tu es de retour avec nous cet automne. Oui, avec un grand bonheur. Je suis vraiment contente de me joindre à vous encore cet automne. On est heureux aussi. Alors, il y a eu des présentations qui se sont faites hors d'onde entre Marianne et Stéphanie-Sophie. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler d'un sujet qui devrait intéresser les auditeurs à la maison parce que, dans le fond, j'ai l'impression que ça va être un petit peu concret, là. Tu vas nous donner des trucs comment acquérir de l'expérience pendant nos études pour bonifier notre CV.
Oui, en fait, quand on est étudiant, notre rôle principal, c'est vraiment d'étudier. Donc, on concentre là, toutes nos énergies souvent sur les études et parfois, on délaisse en fait les compétences qu'on pourrait développer. Puis à l'université, il y a des mannes d'opportunités à saisir. Il faut juste avoir une petite dose de proactivité. Mais aujourd'hui, je suis venue vous donner des idées. J'en ai. Puis vous allez voir, là, il y a plusieurs choses là, qui vont vous donner le goût, en fait, de faire des pas vers la proactivité, là, vers ça. Là. Fait que là, si je comprends bien, c'est vraiment des trucs concrets pour les étudiants, exemple, de l'Université Laval ou de l'Université de Sherbrooke ou n'importe où, pour pouvoir mettre des choses concrètes dans leur CV et de pouvoir justement le garnir comme il faut. Oui, c'est ça. Puis c'est ça que, en fait, le problème, c'est qu'on finit étudiant, puis on se dit, hey, j'ai pas d'expérience, les employeurs veulent pas me recruter parce qu'ils ont toujours eu un candidat là, qui avait plus d'expérience. Ça, on parle d'un emploi professionnel. Mais quand on est aux études, on peut acquérir des expériences de bénévolat, d'application scolaire, dans des assos. Puis c'est ça les exemples que je vais vous donner aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment reconnu par les employeurs. Je sais pas pour vous, les filles, là, mais moi, on dirait que genre, c'est vraiment pas pour enlever rien à personne, vraiment pas, mais c'est une question que je me pose. Quelqu'un, exemple, qui est à l'université, qui est dans un programme, puis qui va continuer à travailler, par exemple, dans une boutique de linge ou dans un restaurant, je me dis, mais il semble qu'il se donne pas la chance d'aller se donner de l'expérience dans son secteur d'activité. Tu sais, d'aller chercher, je sais pas, d'aller travailler peut-être à quelque part que oui, tu gagnes un peu moins d'argent, mais d'aller travailler quelque part en intervention si tu étudies en intervention, d'aller travailler dans une firme, faire des petites tâches cléricales, mais au moins tu es dans une firme si tu veux devenir avocat ou je sais pas si vous comprenez. Mais en fait, je pense que les deux sont bons. Oui. Ça dépend des situations de tout le monde aussi. Tu sais, c'est sûr qu'un emploi non spécialisé peut être tout aussi intéressant parce qu'on développe quand même des compétences. Qui sont transversales. Oui, puis tu sais, si on est secrétaire dans un bureau, ben au niveau de la communication, au niveau de la rapidité, la planification, tout ça, on est capable de développer quand même des choses. Donc, ce que tu dis, c'est que si on travaille dans un emploi qui n'est pas relié à notre domaine d'études, on peut quand même, sur notre CV, s'arranger pour mettre des compétences qui vont être en lien avec notre domaine d'études parce que c'est sûr qu'il y en a. Tout à fait, parce que oui, mais c'est ça, il va y avoir un travail à faire avec le CV, puis c'est ça que pour ça qu'on est là, le SPLA. Ben, c'est ça, exactement. Il faut aller voir Stéphanie Sophie. Et voilà. Alors, c'est quoi ton premier grand truc? Ben, en fait, quand on est étudiant, là, la première chose à regarder, c'est les associations étudiantes. Là, je suis allée faire un tour sur le BVE, qui est le Bureau de la vie étudiante, par exemple, c'est à l'Université Laval. Puis, il y a 242 associations sur le campus. Seigneur! Oui. OK. Puis, tu sais, être membre de son association, là, on peut avoir VP social, VP pédago, VP communication, tout ça. Peu importe les tâches qu'on va faire, on va développer des compétences, soit au niveau de la rédaction de compte rendu, au niveau d'assistant à des réunions, vendre un projet, aller représenter son asso auprès des instances de l'université. Il y a plein de choses à développer de ce côté-là. Mm-hmm. Au-delà des associations, il y a aussi tous les groupes étudiants. Il y a des groupes, il y a des journaux. Par exemple, si on veut développer la vulgarisation, il y a des journaux dans toutes les facultés. Donc, si on veut rédiger des articles et tout ça, c'est des compétences aussi qu'on peut mettre dans notre CV là, par la suite. Là. Oui, et puis tu sais, je veux dire, on s'entend-tu que notre émission de radio, exemple, nous, en tant qu'étudiants, Jennifer et même toi, je veux dire, en tant que professionnelle, Marianne, on développe des compétences vraiment qui sont transférables sur notre emploi, là. Ben oui, puis je pense que toute expérience qu'un être humain vit, il apprend de ça et les compétences sont transférables. Est-ce que tu as fait des choses comme ça quand tu étais à l'université? Est-ce que tu étais dans un comité ou... Non, j'étais à l'université, j'étais plus... en fait, je pense que c'est le manque de confiance. Si je vous écoutais parler, puis des fois, quand on est aux études, c'est qu'on manque aussi de confiance par rapport à l'âge qu'on a, par rapport à différents contextes, ce qui fait qu'on n'ose pas des fois. Moi, je pense que là où ça a été plus difficile pour moi, c'est d'oser me dire j'ai ma place dans une association, j'ai ma place dans un travail professionnel. Puis dans mon cas à moi, c'est mon premier stage à Option Travail qui m'a donné toute la confiance que j'avais besoin pour après m'impliquer. Mais c'est venu d'abord par mes stages où là, j'ai compris que, OK, j'avais une certaine valeur, mais c'est pas venu tout de suite quand j'étais aux études. Puis ça, c'est un bon point. Il faut justement aller au-delà de ça parce que les gens, souvent, ils vont nous accueillir dans cette association-là. Ils vont pas dire, t'as pas d'expérience, tout ça. Tout le monde, en fait, est débutant, là. Puis il y a un truc aussi, si on n'a vraiment pas d'expérience, puis on veut comme juste avoir des petites expériences, c'est d'être bénévole dans des journées, dans des séminaires, dans des semaines
semaine organisée, en fait, par notre faculté. Juste donner son nom comme bénévolat. Des fois, là, on va développer cette confiance-là. Ça peut être une journée. C'est pas obligé d'être une implication là, sur l'année. Mais ça aussi, on peut mettre ça dans notre CV si c'est en lien avec notre domaine. Puis vous nous le dites tellement souvent, les conseillers en emploi, toi puis Jean, quand vous venez nous voir, que c'est important de développer son réseau. Et on s'entend quand on participe à des journées comme ça de bénévolat, de congrès, tout ça, on développe notre réseau. Mais d'ailleurs, j'ai en tête un étudiant qui avait fait la semaine de l'agriculture, puis il m'avait dit « Hey, j'ai ramassé 20 cartes d'affaires, puis il y a 2-3 personnes qui m'ont parlé d'un stage. » Les employeurs sont là, sont à l'affût, puis ils rencontrent des étudiants intéressés et intéressants là, en présentiel comme ça, fait que c'est super intéressant. C'est quoi les autres trucs, là? J'ai hâte de voir. Ben, en fait, là, j'ai parlé des assos, des applications, tout ça, mais il y a aussi les groupes étudiants plus pratiques. Puis là, j'ai des exemples. C'est super intéressant. Comme en génie civil, il y a un groupe étudiant qui construisent un canot en béton super léger qu'il faut qu'il fasse flotter. Puis il y a des compétitions là, vraiment au Canada là-dessus. Ah, en béton? Oui! OK. Un canoë de béton que ça s'appelle. Ça flotte, ça? Ben oui. J'aimerais ça voir ça. Mais tu sais, c'est super. Il y a un Robocop, il y a un tracteur qui est construit. Oui, puis Robocop, là, c'est international, en fait. Là. Oui. Puis il y a des étudiants là, qui me parlent, qui vont à des compétitions là, aux États-Unis, mondiales, tout ça. Tu sais, en faculté des sciences et génie, c'est quand même assez appliqué. C'est ça qui est super le fun. Il y a une autre chose que j'ai vue aussi en faisant mes recherches, c'est en administration. Il y a un groupe étudiant qui s'appelle So You Think You Can Pitch. Ah ouais. Alors, c'est des groupes de 2 étudiants. C'est une compétition en marketing. Puis là, ils ont 48 heures pour monter une espèce de discours de vente devant un jury. Ah, wow. Mais tu sais, les compétences que tu développes dans ces événements-là, ben, au niveau de la communication, la présentation devant un groupe, tout ça, c'est non négligeable, là, en fait, là, aux yeux des employeurs. Là. En effet. Oui, puis au-delà de ça, c'est de se comprendre aussi ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Je pense, entre autres, à mon stagiaire que j'ai eu l'année dernière, qui a justement essayé des emplois dans son domaine tout en étant aux études. Puis finalement, tu te rends compte ce que t'aimes pas, puis après, ça oriente aussi professionnellement quand tu vas arriver sur le marché du travail. Oui, puis c'est le fun de pouvoir, des fois, trouver ce qu'on n'aime pas aussi. Ben moi, ça m'est arrivé quand même souvent pendant mon parcours au baccalauréat, puis au début, j'étais déçu, puis finalement, j'arrive à la fin de mes études, puis je sais presque exactement que, OK, ça, non, mais ça, oui. C'est le fun, tu peux mieux le cibler au moins. Puis les expériences qui fonctionnent pas, mais c'est des succès parce qu'on valide ou on invalide quelque chose. Là, donc, c'est super intéressant. Puis là, tu parles de choses qui se passent là, à l'université, mais j'imagine qu'il n'y a pas juste de s'impliquer bénévolement à l'université pour garnir son CV. Non, mais en fait, il y a aussi des emplois non spécialisés et spécialisés qu'on peut trouver là, sur le marché de l'emploi. Là, justement, vous avez vu là, aujourd'hui dans le pavillon, là, il y a 170 employeurs. Ouais. C'est le plus gros événement là, du carrefour du service de placement. C'est le carrefour de l'emploi. Donc, tous les employeurs sont là aujourd'hui. Le marché du travail est très propice. Donc, si je suis un étudiant, je veux garnir un peu mon CV, je peux aller acquérir une expérience à temps partiel pendant mes études en allant approcher ces employeurs-là, en leur mentionnant les disponibilités. Puis, comme je le disais, que ça soit spécialisé ou pas dans notre domaine, les compétences sont transférables. Donc, aujourd'hui, là, c'est vraiment un événement à aller vous déplacer. Je sais pas si vous êtes allé en haut tantôt, là, mais ça bourgeonne. Il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, ça se passe aujourd'hui. C'est le service de placement de l'Université Laval qui prépare chaque année le Carrefour de l'emploi. Oui, en collaboration avec l'ISEC, les étudiants là, de deuxième cycle, deuxième et troisième cycle. Oui, parfait. Et dans le fond, on a 140 employeurs qui 170. sont là. 170, mon Dieu, il y en a 30 de plus. Il y en a partout, on les a mis partout. Il y a 4 salles pleines aujourd'hui. Oui. Là. Partout dans le pavillon des jardins. Oui. Y a-t-il quelque chose au niveau des parkings ou c'est... Non, prenez l'autobus. On prend l'autobus, c'est vrai. Bon environnement, bon conseil. Développement durable. Yeah. Et qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? As-tu des noms d'employeurs vite comme ça? Écoute, là, j'ai vu passer, là, il y a autant plein de firmes en TI. J'ai vu des mines, j'ai vu Desjardins, j'ai vu Chocolat Favori qui est un gros kiosque, plein de chocolat. J'ai vu Simons. Donc, je l'ai pas vu, moi. Je m'en prie. Salut! Non, c'est ça, j'ai vu plein d'employeurs rapidement. Mais ce qui est vraiment le fun, là, c'est qu'on a fait des fiches selon les facultés que vous êtes issus, avec tous les employeurs qui y sont reliés. Donc, autant du non spécialisé que du spécialisé. Si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi, c'est une occasion de développer votre réseau. Donc, qu'est-ce que je peux faire aussi, c'est d'aller voir ces employeurs-là, discuter avec eux, voir leurs possibilités là, d'embauche, tant au niveau d'employés que de stage pour... Puis tout est gratuit. Puis moi, je dirais
dirais, ne sous-estimez pas les gens que vous rencontrez. T'sais, moi, juste un exemple, l'année passée, j'avais été dans un 5 à 7, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, j'ai vraiment besoin de quelqu'un dans mon milieu de travail, je sais que tu as fait ton stage en réadaptation, voilà une offre d'emploi. Moi, à ce moment-là, je pouvais pas, je dis non. Et là, vous voyez, il y a 2 semaines, j'ai changé un peu de choses dans ma vie, j'ai juste fait un petit appel et c'est cet emploi-là que j'ai finalement. Mais 6 mois après, avec quelque chose qui s'est passé en 2 secondes, une rencontre de 2 secondes, qui me donne un emploi 6 mois plus tard. Fait que ne sous-estimez rien. Non, c'est ça. Puis le réseautage, ça se développe, il faut se déplacer, il faut aller en personne. C'est sûr que si on reste et on attend qu'il se passe quelque chose, ça se passera jamais. Donc, se déplacer dans ces événements-là, là, c'est vraiment... Oui, puis des vraiment... fois, on peut y aller étape par étape. Ce n'est que si ça nous gêne de parler, de venir voir au moins les possibilités. Tu sais, des fois, quand on est aux études, on ne sait pas l'éventail de ce que notre profession offre. Puis quand on assiste à des événements comme aujourd'hui, c'est qu'on peut voir, bon, OK, dans ma profession, il y a telle entreprise qui offre, puis après, se renseigner sur ces entreprises-là. Puis c'est déjà un beau pas de comprendre l'ampleur de ce que la profession offre. Puis il y a une variété, là, je suis allée voir là, sur les 170 invités, et il y a de tout là, pour tout le monde. Fait que... Avec la pénurie de main-d'œuvre, là, vous ne serez pas là pour rien. Je suis sûr qu'il va y avoir quelques personnes qui vont trouver un emploi. Je te remercie, Stéphanie Sophie. C'est pas déjà fini. C'est déjà fini. On va te revoir une fois cette saison-ci. Oui, je vais venir avec plaisir. Oui, puis le SPLA est là à tous les mois maintenant avec nous. On est vraiment heureux de vous avoir. C'est notre 50e aujourd'hui et on va se remémorer des petits souvenirs à l'instant. Le mercredi, à Chiz 94.3, le bien-être et son versant sont en vedette. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Alors, comme je disais, le SPLA, Stéphanie Sophie, vous êtes avec nous depuis le tout début. En fait, quand l'émission a commencé à l'automne 2017, on avait invité Jean Poirier à venir à l'émission comme invité. Et finalement, il y a une belle collaboration qui s'est créée. Et tu es embarqué dans le bateau et vous êtes nos 2 conseillers en emploi du SPLA. Alors, on te remercie. Avec plaisir. Est-ce que, vite comme ça, tu as un souvenir, une émotion, quelque chose qui te vient à la tête quand tu penses à notre 50e aujourd'hui? Ah ben moi, la première fois que je suis venue ici, ça a été une révélation. Ah ouais? Oui, parce que j'avais jamais eu l'opportunité de faire la radio. Puis là, je vous ai rencontré. Puis je me suis sentie bien tout de suite. Donc, c'est un des bons souvenirs, là. Tout à fait, oui. Yeah, on est content. Puis c'est drôle, nous aussi, on était surpris parce que tu n'avais jamais fait de radio. Puis tout d'un coup, on était comme, OK, c'est une chroniqueuse, cette fille. Alors, merci d'avoir été là, puis on se revoit bientôt. De votre côté, les filles, 50e, qu'est-ce que ça sonne dans ta tête, Jennifer? Écoute, je pensais pas qu'on était rendu là. Honnêtement, là, 50... Ça va vite, hein? Vraiment, vraiment. Nous, on le voit pas. On le voit vraiment pas passer. C'est pour ça qu'on l'oublie presque. Hein? On l'a presque oublié, pour vrai. Parce qu'on s'était dit, comme pendant l'été, on va faire quelque chose de spécial, puis là, les choses avancent, puis là, pouf, c'est le 50e. Mais on a quand même pensé à vous, hein, Marianne, pour le 50e. On fait quand même quelque chose. Oh oui, on fait quand même quelque chose. Je sais pas quand dans l'émission ça va être les annonces officielles, mais on a des belles surprises pour des vous. Petits concours. En fait, tout le mois. Oui, tout le mois. Des concours. Et si je peux me permettre, moi, le 50e, c'est juste un privilège d'être là. Pour la 50e émission, je suis un nouveau membre bébé qui vient d'arriver et j'ai quand même ma place sur cette émission. Bienvenue. Beaucoup de reconnaissance. Et tantôt, tu me félicitais, mais moi, je tiens à renvoyer la balle à la maison à mes 2 collègues avec qui j'ai parti ce show-là. Oui. Josiane Falardeau, qui fait plus partie de l'équipe interne, mais qui va toujours faire partie quand même de Bonheur et vice-versa. On te salue, Josiane. Bonjour, merci Josiane. pour tout le travail que tu as mis sur l'émission. Et Annie, qui est toujours avec nous. Merci beaucoup, Annie. C'est avec ces 2 filles-là que j'ai parti le projet. Faut pas l'oublier. Puis sinon, ils seraient pas là. Puis là, maintenant, c'est à cause de vous qui est capable de vivre comme ça. Alors, merci beaucoup. Et pour le 50e, en fait, comme tu le disais, Marianne, on a des petites surprises. La première surprise, c'en est pas une, en fait. On a décidé de vous faire un concours. Donc, un concours avec Sport Radical. C'est exact. Donc, on vous fait tirer aujourd'hui, en fait, un certificat cadeau de 50 $, chez Sport Radical. Exactement. Et ça va continuer comme ça tout le mois. Fait qu'on va avoir 3 concours. La semaine prochaine? C'est Mme Lovary qui va nous faire tirer... Est-ce qu'on sait c'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau déjà, Jen? C'est à valider... Pour être bien certain, mais on a 10% de rabais pour toutes les femmes de l'Université Laval sur les produits offerts. On n'a juste pas le code encore, mais ça s'en vient. On n'a pas le code, puis on va faire tirer aussi un kit de départ, je crois, ou un kit de jour. Oui, peut-être pour dire, la semaine prochaine, on a Mme Lovary comme invitée dans nos entrevues Carrière Inspirante. Et elle, dans le fond, en fait, on n'a pas Mme Lovary, c'est le nom de l'entreprise, Mme Lovary. Et on a la
fondatrice qui s'appelle Erika. Et Madame Lovary, dans le fond, eux se spécialisent dans les dessous et c'est des produits hygiéniques, les produits pour femmes. Pour les menstruations. C'est ça. Et qui sont créés pour le développement durable, donc qui sont réutilisables. C'est ça. Alors, on va parler de ça avec elle la semaine prochaine et elle vous gâte. Le 3e concours va être avec nos collaborateurs. Oui, avec Septembre Éditeur. Alors, je serai là sur cette émission et c'est un livre. Oui, ils vont faire tirer un livre qu'on va vous présenter dans 2 semaines. On vous garde le suspense et on terminera avec un concours avec Piédestal. Oui, c'est un certificat cadeau de 85 $ pour une séance de réflexologie chez Piédestal. Alors, on espère que vous êtes heureux à la maison. C'est pour vous remercier de nous suivre et d'embarquer dans la belle aventure de Bonheur et vice-versa. On continue en chanson avant de s'en aller en entrevue avec nos entrevues pro. Qui sera avec nous aujourd'hui? Eh bien, c'est Guylaine Vandal, qui est conseillère d'orientation et psychothérapeute. Elle viendra nous parler du secteur de la réadaptation. Mais juste avant, je vous fais entendre une nouveauté de Geoffroy, une chanson qui me touche particulièrement. Elle s'appelle The Fear of Falling Apart. En fait, il a écrit cette chanson-là, il a fait le vidéoclip en pensant à sa maman qui est décédée récemment. Et c'est la nouvelle chanson de son nouvel album qui sort cette semaine. Geoffroy, c'est un Québécois, je sais pas si vous le connaissez, les filles. Non, je connais pas. Vraiment cute, ça fait plusieurs fois que je vais le voir à l'Impérial et il a beaucoup de talent. Alors, on fait jouer sa nouvelle chanson ici sur les ondes de Chills 94.3 et les ondes aussi de CFAC 88.3. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. On revient après la pause musicale. Decade spent watching over, in and out of sleep, like the ache in me, got me scared of getting older. But my light got stolen, lost my mother to the devil. I'll get by, but lost a part of my soul. And I will find a way to recognize. And it feels like I'm wandering up, 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 I'm wandering up. Take me home, carry on now. Find the will to go on. You've got a friend and your son, but I'm caught in this line of fire. Where's that boy with the idealistic future? I guess the boy's getting old, he's at a fork in the road. And it feels like I'm wandering on, 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 I'm wandering on.
Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. J'espère que cette chanson vous a touché, vous a fait du bien à la maison. Il est, en fait, notre première demi-heure de l'émission est passée et vous êtes avec Maxime et Marianne pour la prochaine heure. Alors, on s'en va maintenant en nouvelles avec notre journaliste adorée, Jennifer, qui nous parle de ses 3 nouvelles de la journée. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, Jennifer, en début d'émission, tu nous parlais des 7 millions de dollars qu'on donne aux retraités pour les retenir. Mais maintenant, tu te tournes plus particulièrement vers la performance quand elle devient toxique. Oui, écoutez, c'est une nouvelle que j'ai vue passer puis qui fait écho un peu à ce que je vous racontais il y a 2 semaines par rapport aux hommes qui ne voulaient pas, qui avaient peur de perdre leur emploi s'ils parlaient de leur santé mentale. Vous vous souvenez, on en a parlé il y a 2 semaines. En fait, dans cette nouvelle-là, c'est Madame Marie-Josée Michaud, qui est une ancienne gestionnaire, qui est maintenant intervenante en entreprise et conférencière en matière de santé psychologique au travail, qui a écrit un livre qui s'appelle « 80 heures par semaine ». Donc, on comprend que Mme Michaud, en 2005, en fait, elle a fait une dépression liée à l'hyperperformance au travail. Et dans ce livre-là, en fait, elle explique le processus mental et physique qui peut mener à une dépression. C'est pas systématique, mais qui peut mener à une dépression et comment éviter de s'enfoncer dans une spirale négative. Donc, la performance, on comprend bien qu'elle peut devenir toxique à long terme. Oui, c'est ça, quand ça devient de l'hyper-performance. Moi, j'aurais une question pour toi, Marianne, par rapport à ça. Toi qui es dans une école secondaire, en plus une école secondaire privée, il paraît que, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que les jeunes sont toujours de plus en plus vers la performance, puis ça commence tôt, même au secondaire. C'est assez troublant de faire ce constat, effectivement, que la performance, puis c'est sournois, la performance, ça s'intègre, oui, à l'école, mais dans le sport, dans l'apparence physique, dans tous les aspects d'une personne. Puis très jeune, là, on a des élèves qui sont en secondaire 1 qui vivent déjà de l'anxiété de performance. Donc, c'est très fort. J'imagine qu'elle nous donne peut-être des trucs pour pas tomber dans cette spirale-là, Jennifer? Ben, en fait, ce que Mme Michaud dit, c'est que oui, effectivement, à mon avis, elle explique le processus, comme je vous disais, mais elle dit qu'il faut aller en profondeur pour voir comment une personne se sent toujours obligée d'être parfaite ou de réussir. Tu sais, de vraiment aller voir, puis c'est ce qu'on voit nous aussi dans nos cours en orientation, d'aller explorer pourquoi que la personne a le besoin de performer, toujours. Et peut-être aussi de prendre le temps de redéfinir c'est quoi le mot performance, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour les autres. Est-ce que dans le fond, la pression que tu te donnes n'est pas nécessaire? Comment tu peux essayer de baisser un peu les critères? Puis là, c'est un cordonnier mal chaussé qui parle, en effet, parce que vous savez que moi, des fois, j'ai un petit peu de la misère avec ça. J'ai vraiment toujours le souci que les choses soient bien faites. Puis des fois, c'est au détriment de notre santé. Oui, tout à fait. Puis tu vois, elle a dit, maintenant, là, on n'est pas on travaille plus vraiment avec juste nos bras et nos jambes. C'est la tête qui travaille. Ouais. Fait que si ton outil de travail tombe malade, ben là, c'est ça. Il faut en prendre soin. Il faut prendre soin de sa tête. Et puis, c'est ça que... J'ai pas lu son livre, évidemment, mais je pense que ça a l'air très, très, très... Rappelle-nous le nom de cette dame. C'est 80 heures par semaine. Écoute, ça fait beaucoup d'heures, là. Puis poursuivre avec ce que tu viens de dire, Jennifer, moi, je me rends compte quand je suis pris dans la performance, c'est que justement, je perds du plaisir à faire ce que je fais. Donc, ce que j'aime habituellement, je l'ai plus parce que là, c'est plus le perfectionniste qui embarque et donc plus fatigué. C'est le physique qui va finir par parler. Même donc, chose quand que je fais une petite erreur avec ma console à la radio. Après ça, je m'en fais pendant des lustres, mais à la place de juste avoir du plaisir puis d'accepter vos erreurs, c'est vrai que ça passe mieux. Mais c'est un travail, par exemple. Oui, c'est un travail. C'est pas gagné. Pas du tout. Tu nous parles également des employeurs, puis tu leur dis... Si vous osiez la flexibilité illimitée, c'est un peu une question sur leur langue. Ben oui, écoutez, cet article-là a vraiment attiré mon attention. Il date du début du mois de septembre, mais ça va vous intéresser, c'est certain. Ça parle d'une entreprise qui s'appelle Nexus Innovation, qui est une firme montréalaise qui se spécialise dans les services de génie logiciel et qui ont des pratiques managériales assez spéciales. En fait, ce que eux, ils font, c'est que quand tu vas faire un processus d'embauche, ils vont te dire que tu bénéficies de vacances rémunérées illimitées. C'est incroyable, hein, quand même. Et là, eux s'attendent à ce que tu fasses « Wow! » Mais pas du tout. Les gens sont sur
sont sur le frein. Hein? Ils se demandent où est le piège. Pourquoi un employeur m'offrait des vacances illimitées? Mais eux, en fait, ce qu'ils veulent par vacances illimitées, c'est contrer le présentisme. Ils disent accord présent, rendement absent. C'est comme si les gens, des fois, s'obligent à être là. En s'obligeant à être là, leur rendement n'y est pas parce qu'ils veulent pas, pour différentes raisons, sont fatigués puis ils auraient besoin de vacances. Donc, dans cette entreprise-là, ce que tu peux faire, c'est dire j'ai besoin de vacances et les prendre. Oui, mais là, ils n'ont pas peur que les gens exagèrent? Ben c'est ça. Non. Ils disent qu'ils partent du principe que personne ne va abuser de la liberté de travailler quand ça lui chante. Donc, il y a quand même des petites règles qui vont avec ça. Chacun prend ses vacances quand il en a besoin. Chacun donne un effort supplémentaire lorsque le projet client ou équipe le requiert. Chacun s'assure d'être en contact avec son équipe, histoire de pouvoir répondre présent si jamais le besoin s'en fait sentir. Oui, mais là, moi, je suis pas pour vous autres, là, mais j'ai comme l'impression que ces règles-là qui sous-tendent cette permission qui semble vraiment permissive, mais les règles sont pas si permissives que ça. On te demande d'être hyper connecté, de toujours répondre quand les autres te parlent, d'en donner plus aux besoins, mais c'est quoi les besoins? Ben, en fait, ils disent, eux, ce qu'ils disent aussi, c'est que si tu es absent pour ton rendez-vous médical, ils vont jamais te redemander de reprendre les heures. Pour différentes raisons, tu fais pas tes heures dans la semaine, ils te le demanderont pas. Mais ils partent du principe que quand tu as un projet d'équipe qui te nourrit, ben tu vas être présent. Puis peut-être qu'à ce moment-là, tu vas juste plus donner. Puis quand ton projet va être rentré dans l'échéance, quoi que ce soit, ben tu pourras prendre des vacances. T'en parles avec ton équipe. C'est vraiment eux, c'est comme ça qu'ils présentent. Ils font confiance au professionnalisme de leurs employés, finalement. Puis comme professionnel, pour être sur le marché du travail présentement, je pense que rien de plus riche que de sentir que son employeur te fait confiance, puis que justement, si une journée, ça va moins bien, puis que tu quittes ou tu as besoin de vacances à un moment, de sentir que ton employeur te reconnaît dans ton besoin et encore plus te fait confiance et rassurer sur le fait qu'après, tu vas donner un bon rendement, c'est vraiment une vie riche et équilibrée professionnelle, je trouve. Et ils ont fait des statistiques sur la dernière année. Les gens n'en ont pas abusé. Ah non? Non. Les employés ont pris en moyenne 4,9 semaines de congé par année. La majorité ont pris entre 3 et 4,8. Puis il y en a seulement 2 qui ont pris 6,6 et 8,4 semaines. Mais sur 40 employés, là, il y en a juste 2 qui en ont pris plus que 4,9 dans l'année. Le monde du travail est vraiment appelé à se redéfinir de toute façon. Oui. Je trouve ça intéressant qu'avec Bonheur et vice-versa, on peut suivre justement cette évolution-là. Puis on la voit, l'évolution, on voit l'évolution dans nos sujets aussi depuis 50 émissions maintenant. Oui, c'est vrai. Hein? Alors, je pense que c'est un beau monde à continuer à explorer. On n'a pas fini. Alors, je te remercie, Jennifer, pour ces nouvelles. On te retrouve à la fin de l'émission. Oui, tout à fait. On s'en va en pause publicitaire et on vous revient à quelques instants à Bonheur et vice-versa. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Savais-tu que les employeurs sont prêts à t'offrir dès cet automne un stage ou un emploi pour plus tard dans l'année? Intéressant, non? Ne manque pas ta chance. 170 employeurs seront rassemblés au pavillon Desjardins pour le Carrefour de l'emploi. Le mercredi 2 octobre prochain, viens les rencontrer entre 10h et 16h et trouve dès maintenant ton stage ou ton emploi en fonction de tes disponibilités. Slipknot est de retour avec un tout nouvel album studio, We Are Not Your Kind. 14 nouvelles chansons, dont Unsainted et Solway Earth. Slipknot, We're Not Your Kind, disponible partout. Sur une distance de 20 mètres, la coupe vanille au bout du pied. Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les Capitals qui reprennent les devants. Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voie d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils.
Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique. Parce que le blues, ça se vit. Bonheur et vice-versa, complice de ton bonheur. On espère être complice de votre bonheur depuis 50 émissions maintenant. Merci d'être avec nous à Bonheur et vice-versa. Et à chaque semaine, on vous propose des entrevues. Une semaine, c'est des entrevues carrières inspirantes. Donc, on vous présente des carrières, des fois, qui sont peu connues ou même inspirantes. Et l'autre semaine, on parle avec des professionnels, souvent du monde de l'orientation, mais sinon de la relation d'aide en général. Et cette semaine, je me suis fait un beau cadeau, Marianne. T'as bien fait, c'est ton 50e émission. Oui, c'est comme mon petit cadeau pour le 50e. Oui. J'ai invité en fait Madame Guylaine Vandal, qui est conseillère d'orientation et psychothérapeute. Là, je l'appelle Madame, mais en fait, on se connaît bien. Guylaine avait été en fait ma superviseure de stage l'année passée lorsque j'étais à l'IRDPQ. Les auditeurs qui nous suivent sont au courant. Et aujourd'hui, on va parler du secteur de la réadaptation. Le but est de continuer à démystifier le monde de l'orientation. Et oui, les conseillers d'orientation, vous le savez à la maison maintenant, ne travaillent pas seulement dans le milieu scolaire. Et aujourd'hui, on va connaître le milieu en fait de la réadaptation. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Alors, notre invité bonheur de la semaine, nul autre que Madame Vandal. Bonjour, Guylaine. Bonjour. Comment vas-tu? Puis-je dire que je suis légèrement stressée de parler à la radio? Je te comprends. En fait, j'étais un peu tordu tordu je t'ai dit, ah ouais, là, viens à la radio, viens parler de ton expérience parce que j'ai l'impression que ça va être pertinent. On va espérer. Alors, Guylaine, tu as travaillé pendant plusieurs années à l'IRDPQ, qui est l'Institut de réadaptation physique de Québec, comme conseillère d'orientation psychothérapeute. Oui, j'ai travaillé comme conseillère d'orientation psychothérapeute à l'IRDPQ depuis 2002. Depuis 2002. Je suis quand même une personne qui a toujours resté dans le domaine de la réadaptation, mais qui a changé de carrière en cours de route et qui a pu avoir accès à un poste de conseiller d'orientation en 2002. Avant le poste de conseiller d'orientation, qu'est-ce que tu faisais? J'ai été ergothérapeute. Mm-hmm. J'ai fait ma maîtrise en conseiller orientation. J'ai terminé en 92. J'ai fait de l'enseignement pendant 3 ans ici à l'Université Laval. Puis après, je suis retournée à la clinique et je suis retournée à une vie familiale aussi. Mm-hmm. Et là, tu as décidé de faire de l'orientation ta profession de carrière. Ma profession, oui, définitive. Et à l'IRDPQ, dans le fond, peut-être juste nous parler un petit peu de cet univers-là, parce que peut-être que les gens à la maison le connaissent pas. Qu'est-ce que c'est? L'IRDPQ, c'est un centre de réadaptation en déficience physique. C'est pas un centre de première ligne. Hein. Les premières lignes, c'est quand on va à l'hôpital, on a des soins. C'est un centre de deuxième ligne. Donc, ça veut dire que les gens ont des incapacités persistantes qui restent suite à une maladie ou un accident et qui ont besoin d'aide pour retrouver l'ensemble de leur autonomie dans les habitudes de vie. Donc, le scolaire et le travail. Mm-hmm. Ça vise la participation sociale et le scolaire, le travail est vraiment au cœur de la participation sociale ultime d'un individu. Mm-hmm. Et il y a plusieurs départements à l'IRDPQ et un des départements, c'est le PRT, le programme de retour au travail. C'est ça? Excuse-moi. Réadaptation au travail, excuse-moi. Et je sais même pas le nom de mon département où j'étais. Et dans le fond, c'est là que tu travaillais depuis le début de ta carrière? Oh, presque. OK. Puis ce département-là, est-ce qu'il y a un volet, un mandat spécifique? Il vise vraiment à aider les personnes à réintégrer leur milieu de travail. Donc, c'est souvent de la réorientation que tu avais à faire. Non. Il y avait... Fait que le but, c'est pour ça que tu es mêlé dans le retour au travail, parce que beaucoup, l'équipe, les professionnels de la santé sont beaucoup impliqués dans le retour au même travail. Mm-hmm. Ils ont développé une approche spécialisée pour ça. Mais on devait, fait que c'est sûr qu'il peut y avoir aussi la réorientation, mais il y avait toutes les jeunes avec qui il fallait aussi les aider à trouver un projet qui leur convenait, puis soutenir le développement de tous les préalables pour
développer leur employabilité éventuelle. Et là, tu parles un peu comme au passé, parce que je l'ai dit en début d'émission, mais je ne l'ai pas répété là. En fait, tu as pris ta retraite cette année. Oui. Félicitations pour cette belle carrière. Une petite main d'applaudissement pour Mme Vandal. Alors voilà, yay! Félicitations. Mais disons que c'est une fausse retraite. Hein? Effectivement, je me sens aussi occupée qu'avant. Parce que tu as commencé, en fait, cette session-ci à être chargée de cours à l'Université Laval pour le programme en orientation. Oui, c'est ça. Félicitations. Oui. Et savez-vous quoi à la maison? Je l'ai comme prof. Le monde est petit. Hein? Eh oui, j'ai réalisé qu'il était parmi la liste des étudiants. Alors, on retourne à l'IRDPQ. Alors, dans ce programme-là, comme tu disais, il y a beaucoup de professionnels. Donc, le conseiller d'orientation est appelé à travailler de façon multidisciplinaire avec tous les professionnels. Oui, de façon vraiment tous les professionnels des sciences de la santé. Le dossier unique qui est considéré dans un organisme de la santé, c'est le dossier médical. Donc, on verse des notes évolutives et des rapports au dossier médical qui font état des interventions, de l'évaluation, puis de l'analyse de la situation de la personne. Et on travaille en équipe régulièrement, donc autant pour élaborer le plan d'intervention que pour réévaluer jusqu'où l'intervention est pertinente. Donc, faire des consensus sur ce qui est pertinent de donner à cette personne-là en fonction de son profil. C'est parce que, idéalement, c'est de se rendre le plus loin possible, mais ça arrive qu'il y a des personnes avec qui on arrive à un maximum avant. Il y avait un plan d'action, mais des fois, on se rend peut-être pas jusqu'au point final. Non, là. c'est ça. Je te dirais que moi, en tant que stagiaire l'année passée, je trouvais ça impressionnant d'arriver dans un milieu comme ça, de devoir interagir, d'appeler un médecin, d'aller interagir avec des ergothérapeutes et tout ça. En tant que personne qui avait étudié en orientation, j'avais jamais touché à tout ça. C'est comme une facette de l'orientation, on dirait, qui est connue, mais en même temps, ce qu'on fait vraiment dans ce secteur-là est méconnu. Ouais. C'est sûr qu'il y a tout un aspect médical de ce secteur-là qui est peu connu. Hein. On est le département d'orientation est dans les départements des fondements et pratiques de l'éducation. Ce qui fait que quand un stagiaire qui arrive, il est comme déboussolé d'être parmi un système qui est plus médical, puis de trouver sa place comme intervenant en relation d'aide qui fait du counseling d'orientation pour aider la personne vraiment à cibler un projet de vie qui va la mobiliser, tout en travaillant avec l'équipe, toutes les notions de confidentialité aussi qui sont des enjeux, comment on gère ça. C'était quelque chose. Oui. Et toi, tu as pris des stagiaires tout au long de ta carrière. Oui. C'était une partie de ton travail. Tu m'avais dit que ça te plaisait. Oui, moi, il y a une partie qui... Oui, j'apprécie avoir des stagiaires. Par contre, c'est sûr que avoir un stagiaire, c'était une augmentation du fardeau clinique, comme pourrait Surtout dire. quand il pose plein de questions. Hein? Dans ton école, Marianne, est-ce que ça t'arrive d'avoir des clients, des jeunes qui sont à l'IRDPQ? Parce que moi, je me souviens qu'on communiquait des fois avec des conseillers d'orientation dans les écoles. Fait que c'était pas juste conseillers d'orientation qui participent avec les intervenants du milieu de l'IRDPQ, mais aussi avec une multitude d'intervenants à l'extérieur. Bien, justement, je vous écoutais parler depuis tantôt. Je me dis, hey, comme c'est fascinant et rassurant pour des conseillers d'orientation qui sont à l'extérieur de cette réalité-là au quotidien, de savoir qu'on peut compter sur des CO d'expérience dans ce domaine-là, parce que justement, j'ai des élèves. Cette année, je parlais avec une maman d'élèves qui vient de rentrer en secondaire 1 puis qui était inquiète par rapport au cheminement professionnel de son enfant qui a certaines difficultés et de me sentir pas démunie, mais OK, tu sais, je sais pas comment je vais intervenir, mais je vais le trouver. Je vais aller chercher les ressources, tout ça. Donc oui, il y en a. Puis je trouve intéressant que il y a des conseils d'orientation qui se soient spécialisés dans cette clientèle-là. Ouais. C'est une spécialité, moi. En tout cas, moi, je le vois comme une spécialité. Ouais, c'est pas écrit, mais... Non, c'est une spécialité, la réadaptation. Ça prend... lorsqu'un conseiller d'orientation arrive à l'IRDPQ, il y a quand même une... On dirait qu'il y a un rôle de mentor qui doit être fait pour aider la personne à intégrer l'ensemble de l'organisme.
d'adapter ses interventions avec la clientèle qui a des incapacités, des fois, langagières, alors qu'on travaille avec le verbal principalement. Donc, des incapacités cognitives ou des incapacités physiques. Donc, il faut composer avec ça. Et il y a aussi, on travaille avec des partenaires. Fait que quand vous dites, dans le fond, vous seriez probablement peut-être un partenaire, parce que il y a des va-et-vient entre les partenaires qui se font à certains moments. Il y a des personnes du milieu scolaire qui nous réfèrent en connaissant nos services, puis qu'après, ben, on continue, on fait la transition avec eux pour s'assurer là, qu'il y ait une belle transition pour la personne, puis qu'elle continue à être mobilisée là, et soutenue dans Donc, ça. je pourrais vous appeler, entre autres, par rapport à ce jeune en question pour avoir des conseils d'intervention sur comment intervenir, même si il faisait pas partie de la clientèle IRDPQ? Non, effectivement, les conseillers d'orientation à l'IRDPQ peuvent jouer un rôle conseil auprès des gens à l'externe. Je suis contente d'entendre ça. Puis il n'y a pas seulement aussi, il y a pas seulement l'IRDPQ, en fait, qui est un milieu de réadaptation. Si on pense, Marianne, exemple, à des organismes comme où j'ai eu la chance d'être engagée à la Croisée, ça aussi, c'est un organisme qui participe activement à l'intégration des personnes avec des situations de handicap sur le marché du travail. Exemple, il y a à part la Croisée, là, j'ai un blanc. Il y a et qui travaille spécialisé plus avec les gens avec santé mentale. Il y a la Jonction qui s'occupe plus des personnes avec qui ont un dossier judiciaire. Et qui travaille Jonction, la Croisée. Fait que ça, eux autres, ils ont une problématique particulière et qui travaillent aussi avec les troubles d'apprentissage et la déficience intellectuelle. Mais en même temps, on peut avoir un handicap physique, avoir une déficience intellectuelle et un trouble de santé mentale. Fait qu'ils se retrouvent un peu à cheval sur les deux organismes. C'est des organismes qui vont... Nous, on intervenait plus avant, proche du moment où avait lieu l'accident ou la maladie. Il était encore en réadaptation, tandis que ces organismes-là ont plus tendance à intervenir après que la réadaptation soit faite. Et là, ton titre de psychothérapeute, j'imagine qu'il n'est pas venu en 2002 quand tu es sortie. Non. Tu l'as eu un peu plus tard dans ta carrière. J'ai commencé à investir là, la formation en 2004 et j'ai obtenu mon titre en 2008. Et tu te spécialises aussi dans une approche de ce côté-là. Fait que moi, je suis spécialisée en analyse et d'éthique, qui est en psychothérapie et d'éthique, qui est quand même une psychothérapie sous la forme humaniste existentielle, mais qui utilise beaucoup les représentations mentales, les représentations corporelles aussi. Parfois, les représentations peuvent être auditives pour essayer de comprendre une situation donnée. Donc, c'est très créatif comme approche. Très, très. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, je rencontrais une problématique, puis tu m'avais fait faire une genre de visualisation dans ton bureau, puis j'avais eu des réponses à ma question en faisant cette visualisation-là. Ah oui, donc, de te retrouver, toi, en présence de ton client. De l'imaginer, de qu'est-ce que je pourrais faire. De ressentir qu'est-ce qui se passait. Oui, je suis même allé mettre un doigt sur une émotion que j'étais pas capable de toucher. C'est ça. Et dans le fond, est-ce que ça t'a aidé au quotidien, ce titre-là de psychothérapeute? J'imagine que oui. Parce que ça m'a aidé, c'est beaucoup au quotidien, ça a été... tu sais, il y a des situations d'impuissance avec lesquelles on en vit moins. Quand on a plus d'outils, ça élargit ma gamme d'outils. Ça m'a aussi permis de recevoir les problématiques complexes, puis de les recevoir comme des êtres humains aussi, sans être « il y a tous ces diagnostics-là », puis parfois on panique un peu juste à voir la liste, alors que il faut juste s'adresser à la personne puis essayer de comprendre sa situation, quels sont les enjeux favorables, positifs, c'est vers quoi les risques puis les obstacles, puis d'essayer d'établir avec elle un plan d'intervention. Là. Ce serait quoi, selon toi, peut-être la différence majeure, exemple, entre un conseiller d'orientation dans le milieu scolaire puis un conseiller d'orientation à l'IRDPQ, au niveau peut-être plus des tâches ou... Est-ce qu'il y a des différences majeures? Ben, dans un milieu scolaire de formation générale, la différence majeure, c'est... La clientèle. La clientèle, que nous, on a les clientèles
qui pour eux sont des clientèles avec un plan d'intervention. Maintenant, les conseillers d'orientation scolaire interviennent avec eux, mais nous, tous les clients qu'on reçoit, c'est des clients avec un potentiel de plan d'intervention, soit en milieu scolaire ou en milieu de travail. La différence, on les accompagne d'une durée plus longue, de l'élaboration du projet à la mise en œuvre, mais aussi au développement des préalables qui sont requis pour arriver à réaliser le projet quand on constate qu'il y a un potentiel. Fait que, à ce niveau-là, milieu scolaire, formation générale, je pense qu'ils ont tellement une grande masse d'étudiants qu'ils ne peuvent pas ce luxe-là. En même temps, est-ce que tous les étudiants de niveau scolaire de niveau secondaire auraient besoin autant de suivi? Je sais pas, mais il y aurait probablement besoin de plus de suivi à un niveau du plus nombre de rencontres, peut-être, de la disponibilité, hein, parce que j'ai été frappée. Il y a beaucoup d'autres intervenants en milieu scolaire, mais dans le fond, quand on regarde un peu l'historique du ministère de l'Éducation, ils ont diminué un peu les CO scolaires pour entrer d'autres professionnels. Oui, ça, c'est une autre histoire qu'on essaye ici de décrier quelquefois sur nos ondes, de lancer des petits messages que les CO sont essentiels dans les milieux scolaires, mais aussi dans d'autres milieux, dont le milieu de la réadaptation. Je pense que c'est tout indiqué d'avoir un conseiller d'orientation dans cet univers-là. J'aime beaucoup la définition que vous avez donnée entre les deux milieux parce que, de mon expérience, je trouve que c'est tout à fait juste. Okay. Effectivement, on va avoir une certaine clientèle avec des plans d'intervention qui méritent qu'on leur accorde le temps qu'ils ont besoin. Mais tout à fait. Fait que c'est une belle définition. Vraiment. Merci. Là, tu as pris ta retraite dernièrement. Tu enseignes à l'université. Que se passera-t-il dans ta deuxième vie qui commence? Ouais, bon, la charge de cours, c'est nouveau. Je me réapproprie avec l'enseignement. C'est sûr que je suis arrivée un peu essoufflée à prendre cette charge-là, fait que je suis en train de m'adapter. Les étudiants aiment beaucoup avoir des professionnels d'expérience dans leur cours. Oui, fait que c'est sûr que j'ai un bagage d'histoire de cas que je pense que je peux amener au fil des rencontres, puis qui peut être pertinent. Là. Est-ce que tu feras de la pratique privée aussi? Oui, ça, j'ai commencé aussi. Ben ça, j'avais commencé il y a quelques années dans une optique. C'était ma transition de projet de retraite. Alors... Voilà. Est-ce qu'il y a une place qu'on peut aller voir une page, un site Internet? Ben, je suis plus à la clinique Orientation Santé sur la rue Maguire. Okay. C'est mon lieu. Je sais pas si je suis sur la page, mais... Tu vas pouvoir faire ça bientôt parce qu'on va référer les auditeurs à cette page. Alors, clinique Orientation Santé. Puis j'imagine que tu es ouverte à avoir des clients dans le monde de la réadaptation aussi. Oui, bien sûr. C'est quelque chose dans lequel j'ai été... il y a quand même une aisance à composer avec la clientèle de réadaptation. Alors, en terminant, merci beaucoup, Guylaine. Tu as éclairé, en fait, ce secteur de l'orientation. C'était une des premières fois où on s'y intéressait plus particulièrement à l'émission. On te remercie de ta venue. Bienvenue, mon dos, ça a fait plaisir. Ça passe vite, hein? Ça a passé très vite. Je suis surprise, j'ai pas bafouillé. Non, tout a bien été. Yeah. Alors, je suis content que tu sois avec nous, Guylaine, parce que là, en plus, je t'ai fait un petit cadeau. Je t'ai fait jouer une de tes chansons bonheur. Oui. Alors, tu as choisi une chanson de Claude Léveillé, Frédéric. Pourquoi c'est ta chanson bonheur? Cette chanson-là me ramène, moi je viens d'une grande famille, je suis la 10e, ça me ramène à la grande vie de famille. Alors, on espère que ça pourra aussi vous faire ça à la maison. Merci encore une fois. On continue dans le domaine de la réadaptation juste après la pause musicale parce qu'on parle avec Anne-Sara Demers qui vient nous parler de son organisation Baleineau. J'ai vraiment hâte d'entendre cette entrevue. J'avais rencontré en fait les organisateurs de cette activité l'année passée lors du gala étudiants. Ils étaient récipiendaires et on pourra en parler avec Anne-Sara Demers tantôt. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. Voici la chanson Bonheur de Guylaine. À plus tard. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés aux 4 vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins,
mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Mais après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde, aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver tout fin seul. T'as oublié Chopin, moi j'ai fait de mon mieux. Aujourd'hui tu bois du vin, ça fait plus sérieux. Le père prend un coup de vieux, et tout ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins, notre chez-soi, sans oublier les copains des perrons, aujourd'hui dispersés aux 4 vents. On n'était pas des poètes, ni curés ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche, autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. Alors, c'était la chanson Bonheur de Guylaine Vandal, CO psychothérapeute, qui était venue nous parler du secteur de la réadaptation. On la remercie encore une fois et on continue avec la thématique réadaptation avec Anne-Sara Demers qui vient nous parler de l'organisme Baleineau. C'est le moment de prendre une pause de votre quotidien. C'est le moment de vous faire du bien. Bonheur et vice-versa, fier partenaire de votre bien-être. Alors, vous êtes dans la dernière demi-heure de Bonheur et vice-versa. Maxime à l'animation avec Marianne à la co-animation. Une thématique réadaptation aujourd'hui. Oui, vraiment, mais c'est très intéressant. On n'en parle pas assez souvent. Non, puis c'est le fun parce que c'est un peu dans notre mission de démystifier le monde de l'orientation. On en est sorti un petit peu après 5 saisons, mais là, on replonge dedans aujourd'hui, puis c'est agréable de pouvoir faire découvrir de nouvelles choses à nos auditeurs. Tout à fait. Alors, on s'en va avec Anne-Sara Demers qui vient nous parler de l'organisme Baleineau. Bonjour Anne-Sara. Bonjour Maxime. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. L'année passée, je crois au mois de mai, vous aviez été récipiendaire d'un prix au Gala de la vie étudiante. Effectivement, l'année passée, en fait, on a eu plusieurs prix qui nous ont beaucoup aidés. C'était super. Comme? On a en fait remporté les prix au défi Ose entreprendre également. Donc ça a été une belle surprise. Félicitations. Merci. Et le prix que vous avez gagné au Gala de la vie étudiante, c'était dans quelle catégorie? Est-ce que tu t'en souviens? J'ai un petit blanc de mémoire, mais si le meilleur projet, c'était par rapport à la vie communautaire. Oui, c'est ça. Puis on avait été aussi à ce gala-là en tant que Bonheur et vice-versa. On était très heureux de gagner dans la catégorie diffusion du savoir. Et là, tous ceux qui passaient sur la scène avaient tellement l'air inspirants. Ils s'en fait des choses à l'Université Laval. Effectivement, oui. Et là, vous, dans le fond, vous êtes une organisation Baleineau qui a pris racine justement par des étudiants de l'Université Laval. Oui, en fait, Baleineau, c'est un organisme de bienfaisance qui offre des cours de natation adaptés à bas coût pour des enfants qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Donc, l'organisme, en fait, a pris naissance en 2017, a été fondé par 2 étudiants en sciences à la santé à l'Université Laval, Charlotte Lemieux-Bourque et André Wall. On les salue. Oui, bonjour. Salut. Tous 2 originaires de la Beauce. En fait, ils avaient enseigné la natation là-bas à des enfants, justement, qui avaient des difficultés. Quand ils sont arrivés à l'Université Laval, ils ont constaté que, d'abord, il y avait beaucoup d'étudiants à l'université qui avaient une riche expertise dans ce domaine. Donc, soit qui avaient déjà été sauveteurs, moniteurs de camp ou autres, mais il y avait également un manque dans l'offre de services à la Ville de Québec par rapport aux services adaptés à bas coût pour les familles. Donc, ils ont essayé de joindre les deux puis créer cet organisme-là pour répondre à ces besoins. Très bonne idée. Puis ça fait combien de temps environ? En fait, c'est depuis 2017. Mais notre première session de cours a eu lieu l'automne dernier. Donc, ça fait 1 an maintenant qu'on est en offre de service. Super. Puis là, peut-être pour faire comprendre aux auditeurs l'acronyme, là, Baleineau, donc bain d'apprentissage ludique par encadrement individualisé. Donc, toutes les premières lettres donnent baleine, avec O de mixer avec Exactement. tout ça. C'est comme vraiment une bonne idée, mais comment vous avez fait pour trouver ça? Moi, j'aurais jamais été capable. C'est le génie de Charlotte. On a essayé en fait, elle a essayé de trouver un nom qui était ludique, qui représentait bien la sphère aquatique, mais qui signifiait quelque chose d'important. Quand je l'ai vu sur le Facebook, j'étais comme, ah mon Dieu, j'avais pas compris, mais une fois qu'on le sait, ça fait du sens. Effectivement. Et là, ça fait 1 an, donc, que vous êtes en fonction. Il y a combien de personnes qui s'impliquent? On est une équipe d'environ une 40aine de bénévoles, tous étudiants à l'Université Laval de diverses facultés. Donc, on a des étudiants
en médecine, en ergothérapie, en physiothérapie. On a même recruté certaines élèves en psychologie cette année. Et donc, on a 3 personnes sur le CA et une quarantaine de bénévoles qui nous aident à chaque semaine. Je vais juste te demander de t'approcher un petit peu du micro. Tu as une petite voix douce, Anne-Sarah, puis je voudrais que nos auditeurs puissent bien t'entendre. Et là, moi, ce que je me demande, c'est si on est à la maison, qu'on a un enfant avec des difficultés, comment qu'on fait, en fait, pour avoir les services de Baleineau et de ses instructeurs? En fait, c'est bien simple. L'inscription se fait toujours soit à la mi-août pour la session d'automne ou à la mi-décembre pour la session d'hiver qui est de janvier à avril. Les informations sont disponibles soit sur notre page Facebook ou notre site web. Là, on pourra donner les coordonnées à la fin. Donc, il n'y a pas vraiment de critères d'admission pour les jeunes. En fait, notre seul critère, justement, c'est que le jeune ne soit pas admissible dans un groupe de natation régulier. Donc, on a des jeunes de 0 à 21 ans qui ont des difficultés très, très variées. Ça peut aller du jeune qui est simplement trop téméraire pour être dans un groupe régulier ou encore le jeune qui a une déficience intellectuelle, un trouble du spectre autistique, une trisomie 21, etc. OK. Puis, vous faites ça où, en fait? Les cours se donnent à la piscine du YWCA et à la piscine Lucien Borne. Donc, initialement, on avait seulement la piscine du Y l'année passée, mais en raison du nombre exponentiel d'inscriptions qu'on a eu, on a dû doubler le nombre de plages horaires et donc le nombre de piscines. On est rendu à 2 piscines. Wow. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on avait 9 inscriptions à l'automne. On a doublé à 20 à l'hiver et cette année, on est à 40. On a même dû mettre des gens sur la liste d'attente. Wow! Félicitations! Merci. Vraiment. Puis, qu'est-ce qui amène tout ce monde tout d'un coup? La publicité que vous faites, les concours qu'on gagne, juste simplement l'utilité ou que ça répond à un besoin? Je pense que certainement la publicité s'en fait partie. Par contre, je crois que c'est pas la majeure partie. La communauté de Québec, en fait, les services adaptés sont pas innombrables. Donc, c'est une communauté qui se connaît bien, les parents se parlent. Donc, c'est beaucoup du bouche à oreille. On avait souvent, par exemple, des parents sur le bord de la piscine qui se connaissaient parce que leurs enfants vont aux mêmes écoles, vont aux mêmes cours de danse. Donc, c'est une communauté qui est assez serrée puis qui se parle beaucoup. Donc, c'est principalement du bouche à oreille. Oui, vas-y. Oh, excusez-moi. Non, j'étais partie. Moi, je t'avais quasiment oublié, Marianne. Non, mais je suis toute là. J'écoute. Puis je suis justement tellement fascinée. Je veux, dans un premier temps, vraiment vous féliciter pour cette initiative-là qui est vraiment porteur de sens. Puis aussi, ce que je comprenais, c'est qu'est-ce qui est beau dans ce projet-là, c'est un échange mutuel. Je comprenais que les étudiants en santé vont en retirer aussi beaucoup parce qu'ils vont côtoyer une clientèle qu'ils sont peut-être pas amenés à toujours côtoyer, ce qui va faire qu'une fois aussi sur le marché du travail, avoir une sensibilité par rapport à une clientèle qui est peut-être des fois moins connue. Donc, c'est un échange-là, on s'apporte mutuellement dans ce projet-là. Je trouve ça vraiment fascinant et inspirant. En fait, vous avez très bien saisi l'une des 2 missions de Baleineau parce que notre mission, elle est double. C'est d'abord, évidemment, d'offrir des cours de natation à faible coût pour les enfants, mais c'est également d'offrir aux étudiants en sciences de la santé et autres à l'Université Laval une opportunité d'apprentissage et d'exposition à cette clientèle parce qu'on se rendait compte, en fait, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, avant de rentrer sur le marché du travail en santé, n'avaient pas eu énormément d'exposition clinique. Et donc, c'est un apprentissage pour nous également, mais les parents le savent, ils savent qu'on est étudiants. Donc, c'est un rapport donnant-donnant, puis c'est agréable parce que ça nous permet de développer des connaissances, mais aussi d'échanger entre nous parce qu'on a des parcours qui sont très différents. On a des facultés, on étudie dans des facultés qui apportent pas toutes les mêmes compétences, donc on peut échanger puis s'entraider là-dedans. Là, j'imagine que dans le fond, c'est bénévole tout ça? 100% bénévole. 100% bénévole, puis j'imagine que si on veut s'impliquer, faut avoir un petit peu d'expérience dans l'eau. Il faut vouloir se jeter justement dans le bain, dans la piscine avec les usagers. Oui et non, en fait, oui, il faut avoir une expérience dans l'eau, mais non pas de critères là, par rapport aux cours ou aux différents niveaux que vous avez acquis en natation. Pas être obligé d'un sauveteur. Non, pas nécessairement. On veut vraiment des gens qui veulent apprendre, qui veulent avoir du plaisir, qui savent nager évidemment, mais qui soit ont eu une expérience dans la natation ou même une expérience avec des enfants qui ont des difficultés de n'importe quel type. Donc, on essaie d'allier ces 2 expériences-là, mais on n'a pas vraiment de critères spécifiques. Puis, dans le fond, pour les usagers de l'autre côté, est-ce que c'est gratuit, toujours? En fait, c'est une contribution, symbolique. C'est un coût de 30 $ pour 9 sessions de cours. Donc, c'est vraiment une façon là, pour les familles de rendre ça le plus accessible possible. Non, mais c'est très symbolique. 30 $ pour 9 cours, on voit pas ça bien souvent. Non, vraiment pas. Puis moi, je trouve que ça fait tellement un beau lien avec le SPLA, avec l'entrevue de tantôt, en disant comme étudiant qu'on peut être bénévole, puis tranquillement développer son savoir-faire puis ses compétences professionnelles. Donc, je trouve que ça fait vraiment un beau lien avec notre invité de tantôt. Ben oui, ça se rajoute bien sur un CV.
Oui, mais on essaie en fait d'apporter un petit plus là, aux étudiants de l'Université Laval de cette façon. Toi, tu es étudiant en quoi? Je suis en médecine en 2e année présentement. En médecine, et est-ce que tu es bénévole aussi pour les cours de piscine? Ben, initialement, en fait, je me suis inscrite comme monitrice. Donc, l'année passée, j'étais dans l'eau avec des jeunes. Puis, éventuellement, là, j'ai développé un intérêt vraiment très grand pour cet organisme-là. Donc, je me suis impliquée à un autre niveau. Je suis rendue responsable des bénévoles sur le CA. Félicitations, parce que je sais que les études en médecine, c'est déjà très prenant. Donc, tu as le temps en plus de t'impliquer bénévolement pour une cause. Bravo. Merci. Ben, en fait, quand on prend le temps, c'est possible. Oui. Hein? Et là, est-ce qu'il y a des activités qui s'en viennent pour Baleno? Comment on fait pour peut-être les suivre et tout ça? En fait, la session est déjà entamée depuis le 22 septembre. Donc, les cours pour cette session-ci sont comblés, malheureusement. Par contre, la session d'hiver approche à grands pas déjà. Donc, l'inscription peut se faire dès la mi-décembre. Là, on pourra partager les liens Facebook et notre site web. Exactement. Dans notre publication du vendredi, notre responsable aux médias sociaux, Jennifer, aussi journaliste, s'occupera de vous donner les informations ce vendredi. On te remercie. Vous pouvez tout de suite aller cliquer Baleno de toute façon sur Facebook et vous allez trouver quand même assez facilement. Oui, donc c'est Baleno, BALEIN'_EAU, cours de natation adapté. Merci beaucoup de t'avoir déplacé. On vous souhaite bonne chance avec ce beau projet. On espère que dans 2 ans, vous aurez une équipe de 100 bénévoles. Merci beaucoup pour votre tribune. On s'en va en pause publicitaire et juste après la pause publicitaire, on change de sujet. On s'en va parler d'entrepreneuriat, mon sujet chouchou, avec Marianne Lirette qui vient nous parler de l'Académie de la relève entrepreneuriale. On vous parle de ça dans quelques instants, à bonne heure et vice-versa. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Le mardi de 17h30, c'est le Beatnik Show. Assistez à une sélection musicale de Nicolas Leclerc, votre animateur. Vous revisiterez les grands classiques du hip-hop francophone ainsi que les nouveautés de l'heure. Le mardi dès 17h30, c'est le Beatnik Show sur les ondes du 94.3 chez FM. Jump. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Lâche tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3. Chiz 94.3. Ta référence musicale dans la vieille capitale. Korn est de retour avec un nouvel album, The Nothing. 13 nouvelles chansons explosives, incluant Cold. Can You Hear Me? Et le single You'll Never Find Me. Korn, The Nothing, disponible partout. Samedi, dimanche, 13h, on vous amène la chaleur tropicale. Radio Futura, 94.3 FM, vous amène un voyage au tropique. On vous présente les week-ends tropicaux. Son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en español. Que comience la fiesta. C'est le moment de prendre une pause de votre quotidien. C'est le moment de vous faire du bien. Bonheur et vice-versa, fier partenaire de votre bien-être. Chaque semaine, Bonheur et vice-versa est partenaire de votre bien-être. On espère que la joie et la passion de notre équipe se rend jusqu'à vous à la maison. Et là, on parle d'un sujet qui devient un de nos sujets centraux à Bonheur et vice-versa, l'entrepreneuriat. Il y a une femme très impliquée dans le monde de l'entrepreneuriat qui m'a recruté la semaine passée, qui m'a en fait abordé et qui m'a dit « Maxime, je veux venir à ton émission. » Alors, on accueille Marianne Lirette. Bonjour, Marianne. Bonjour, Maxime et Marianne. Félicitations pour votre 50e émission. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. On se rappelle à toutes les 5 minutes. Bravo! Ouais! Alors là, on a 2 Marianne. Comme je disais, Marianne Lirette, on s'est rencontrés la semaine passée dans une soirée entrepreneuriale. Exactement. C'était une de mes premières fois où j'allais dans le monde entrepreneurial pour le lancement du livre de Sylvie Bougie. Oui. C'était quoi le titre déjà? Comment... Sylvie est avocate en droit des affaires. Oui, exactement. Donc ça portait, dans le fond, comment... Oui, puis c'est ça. Puis c'était comment, en fait, se prévenir des choses qui peuvent arriver quand on part en affaires puis qu'on pense pas à tout. De comment, exemple, penser à
ça au niveau de son budget, faire attention à si par exemple, on signe des papiers avec des partenaires. Donc, plein de conseils comme ça quand on commence dans le monde de l'entrepreneuriat. On est chanceux à Québec. On a vraiment un bel écosystème très riche dans la région avec des nombreux partenaires. Puis l'Université Laval est un partenaire de choix là-dedans. En effet. Puis toi, dans le fond, tu évolues dans le monde de l'entrepreneuriat depuis un certain moment. Effectivement, j'ai tour à tour été moi-même employée, travailleur autonome, entrepreneur à mon compte, à moi-même. Donc, je comprends très bien tous ces enjeux-là. Puis j'ai eu le plaisir depuis 3 ans d'intégrer en fait la première cohorte de l'Académie de la relève entrepreneuriale et de m'en occuper ensuite. L'Académie de la relève entrepreneuriale, en fait, c'est supporté par la Faculté des sciences de l'administration? Effectivement, c'est un programme qui a été créé sur l'initiative de la professeure Marie-Pierre Tremblay et de nombreux collaborateurs là, tout au long de l'écosystème entrepreneurial, là, que ce soit Entrepreneuriat Laval, la Centrale maintenant, le magnifique espace entrepreneurial qu'on a ici au pavillon Alphonse Desjardins. Donc, le programme a été mis sur pied, oui, par la Faculté des sciences de l'administration, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qui est ouvert à toutes les facultés et à tous les diplômés depuis moins de 5 ans et les étudiants, quels que soient leurs horizons d'études. OK. Puis c'est quoi, en fait, la mission de l'Académie? Parce que là, tu m'en parles, puis je me dis, il me semble que ça ressemble un petit peu à la Centrale, justement. Effectivement. Alors, c'est le fun qu'on en parle parce que les gens sont un petit peu mélangés dans cette belle offre. Faisons la distinction. Là. Exactement. On a Entrepreneuriat Laval, on a la Centrale, on a l'Académie. Sûrement qu'on a d'autres choses, mais peut-être une différence entre ces 3 entités-là. Alors, souvent, les gens qui font partie des cohortes de l'Académie sont passés par l'accompagnement d'Entrepreneuriat Laval. Okay. Entrepreneuriat Laval accompagne les gens dès qu'ils ont une idée d'entreprendre. Donc, le démarrage. Absolument. Même avant ça. Avant ça, quand on a une bonne idée, des fois, il faut... pas des fois, il faut la challenger. Donc, tout ce processus-là de réfléchir à la clientèle, au modèle d'affaires, au canevas d'affaires et tout ça, etc. Donc, souvent, les gens ont cheminé pendant 1 an, voire plus, dans le cas d'un entrepreneuriat technologique ou scientifique, avec Entrepreneuriat Laval, maintenant grâce aux activités de la Centrale aussi. Et donc, souvent, quand ils arrivent à l'Académie, ils ont fait déjà quelques pas et c'est ce qu'on demande, en fait. Le programme de l'Académie est un programme qui est étalé sur 1 an. C'est un programme de janvier à décembre où on fait d'abord un séjour à l'école d'entrepreneurship de Beauce, donc 2 nuits à l'école d'entrepreneurship où est-ce qu'on sort les gens de leur zone de confort vraiment. On les amène en région. Oui, absolument. Puis c'est une belle école. Absolument. On fait des tests psychométriques, on fait vraiment des choses qu'ils n'auront pas fait avant souvent. S'en suivent 16 journées de formation dispensées essentiellement par des professeurs, oui, de la faculté, mais aussi par quelques gens de notre réseau là, qui sont des experts dans leur domaine. Donc, ce qui est intéressant à l'Académie, c'est qu'on explore ce moment critique-là où est-ce que les gens avaient des startups et là, ils deviennent des gestionnaires d'entreprise. Et c'est là que tous les défis arrivent, défis de marketing, défis numériques, défis de pilotage stratégique, etc., etc. Donc, tout au long de l'année, on se voit à tous les mois, 2 jours par mois complet. On sort de l'entreprise, on prend le temps de réfléchir et d'échanger. Ensuite, le programme se termine à la fin de l'année, en décembre, et s'ensuit une mission commerciale à Boston de 5 jours. Autre écosystème entrepreneurial très riche, la région de Boston et l'Université Laval a la chance d'avoir un partenariat privilégié avec l'Université Babson College, qui est une des meilleures universités au monde en entrepreneuriat. Alors, on en profite. On va voir des gens là-bas, rencontrer des fournisseurs et à ce moment-là, les gens peuvent vivre ce que c'est pour une première fois, d'aller chercher des fournisseurs, de développer des partenariats, de cibler des gens qui vont être soit des fournisseurs de services, des fournisseurs de matériaux ou encore, évidemment, des clients. Est-ce que, dans le fond, pour s'inscrire à l'Académie, il faut être un travailleur autonome seul ou, dans le fond, vous accueillez des équipes? Exemple, l'équipe de Bonheur et vice-versa qui voudrait partir une compagnie peut aller à l'Académie? C'est une bonne question. On accompagne à l'Académie des entreprises qu'on dit à fort potentiel de croissance. Et par là, ce qu'on entend, Maxime, oui, ça, là, j'entends ça souvent. C'est quoi, ça, fort potentiel de croissance? À fort potentiel de croissance, c'est qu'on entrevoit que ces gens-là auront éventuellement des employés, pourront idéalement aller à l'international, grandir, grossir. Donc, c'est certain que pour quelqu'un qui a une expertise et qui offre ses services comme expert conseil ou travailleur autonome, ce n'est pas le genre de personne qu'on va accompagner à l'Académie. Okay. Par contre, à partir du moment où les gens entrevoient que ce soit qu'ils auront des employés, 1, 2, 3, 5, il y a des gens qui arrivent à l'Académie qui n'ont pas encore d'employés, mais qui commencent à penser d'en avoir. Donc, c'est à ce moment-là qu'on les accompagne. Donc, pour répondre à ta question, par fort potentiel de croissance, c'est des gens qui peuvent avoir des employés, des gens dont les entreprises vont devenir grandes, grosses. Est-ce que c'est obligé d'être international? Mettons que, je sais pas moi, c'est une compagnie au Québec
numérique. C'est-tu assez gros pour oui. l'académie, oui? Tout à fait. Okay. Tout à fait, ça peut faire l'affaire, oui. Et dans le fond, ça se passe dans les locaux de la Faculté des sciences d'éducation, vos rencontres et tout ça, l'encadrement? Oui, les rencontres ont lieu mensuellement dans les locaux de la Faculté d'administration. On a d'autres activités aussi qui entourent ça. On fait parfois des 5 à 7. Comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir des beaux partenaires là, dans la région aussi, que ce soit la Chambre de commerce. On a un partenariat avec BCF, Avocats d'affaires, tout ça. Donc, on se promène un peu, on va au camp aussi. Donc, et voilà. là, ça, c'est gratuit, coût? Grâce à la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, on a la chance de pouvoir offrir ce programme-là qui est d'une valeur de 20 000 $ par personne, gratuitement à tous les participants. Incroyable. Oui, absolument. Puis, on sait souvent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est le genre d'accompagnement qui peut faire la différence. Puis, est-ce que, justement, il y a beaucoup de gens qui soumettent leur candidature pour faire partie de l'académie et donc, il y a un processus de sélection rigide ou comment ça se passe? Alors, on est présentement en campagne de recrutement. C'est pour ça que je voulais venir vous voir aujourd'hui. Donc, la campagne est ouverte depuis le 20 septembre et le sera jusqu'au 20 octobre. La façon de déposer, on demande une vidéo de 2 minutes où les gens nous parlent de leur projet, de leurs entreprises et de leur personne. On demande aussi de remplir une candidature écrite. Tout ça est disponible sur le site de la Faculté des sciences de l'administration. Et ensuite, on fait une présélection. On reçoit en général 30 à 40 candidatures, un peu plus parfois à chaque année, et on choisit 10 personnes là-dessus. Donc, on fait une présélection et ensuite, on rencontre tous les gens en entrevue et c'est là qu'on va former la cohorte qui va être présentée le 5 décembre prochain. Puis j'imagine que ça peut arriver des fois que la première année, vous prenez pas les personnes, mais là, après ça, ils repartent, ils retravaillent, puis après ça, ils vous représentent une autre candidature, puis là, ça pourrait marcher. Tout à fait. La persévérance doit être encouragée aussi. Absolument. Tout à fait. Ça arrive et c'est arrivé. Je pense, par exemple, à Animora, qui est une compagnie de dentifrice pour animaux de compagnie, qui sont passés au Dragon récemment. Mm-hmm. Oui, ils s'étaient présentés une première année, puis on leur avait dit, ben pour votre niveau d'avancement, il faudrait travailler un petit peu encore, puis on va se revoir. Puis ils font partie de la cohorte cette année. On est très contents. On dirait que ça me rend un peu curieux. Y a-t-il des gens qui sont passés par l'académie qu'on pourrait juste identifier, faire comme, ah oui, on les connaît, cette compagnie-là? Oh, absolument. Il y a 7 compagnies accompagnées par l'académie qui sont passées dans l'œil du dragon jusqu'à maintenant. Donc, je pense à Maple Tree, qui est de l'eau d'érable avec Yannick Leclerc. Les filles de Omi cosmétiques sur mesure, Moss Racks, qui sont des supports à vélo pour les voitures. Caribook, qui était une compagnie de covoiturage qui a été vendue depuis. Je suis rendue à 4, 5 avec Animora. Je t'ai donné tout un défi. Écoute, là. Non, ça va. Là, j'ai un blanc pour les autres. Je m'en excuse, mais voilà, on a accompagné 7 compagnies qui sont passées. Donc, c'est des compagnies il y a une belle chance de croissance qu'on participe à ce projet-là. Là. Oui. Et à la Faculté des sciences d'éducation, c'est aussi important le volet, en fait, entrepreneur social, l'entrepreneuriat conscient. Oui, absolument. Le positionnement de l'Université Laval est très clair. On prône un entrepreneuriat responsable et l'idée de responsabilité là-dedans, elle est dans savoir ce qu'on fait et être conscient des gestes. C'est pas toujours possible d'être 100% responsable, que ce soit écologiquement, socialement, dans tout ce qu'on fait. L'important, c'est d'être conscient des gestes qu'on pose. De faire au moins sa part d'une certaine façon et la faire comme il faut, cette part-là. Absolument. On te remercie beaucoup, Marianne, pour ta visite à l'émission. On vous souhaite bonne chance pour votre recrutement. Donc, le recrutement est à partir de maintenant jusqu'au 20 octobre. Exactement, du 20 septembre au 20 octobre, et c'est possible de déposer votre candidature sur le site de la Faculté des sciences de l'administration, la FSA. Super, on mettra des petites indications dans notre publication du vendredi. On te remercie, puis on t'invite à continuer à être une de nos auditrices. C'était bien apprécié que tu nous interpelles pour venir à l'émission. On vous invite à faire la même chose à la maison. Alors, bonne fin de journée, et c'est déjà la fin de l'émission de ce 50e aujourd'hui, et on va vous dévoiler en fait le gagnant ou la gagnante du concours. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. C'est déjà la fin de l'émission de ce 50e. On a eu une belle émission chargée aujourd'hui. Oui, vraiment, mais tellement belle émission. Alors, on a parlé de réadaptation, on a parlé d'entrepreneuriat. Alors, on remercie tous nos invités de la journée. Ah oui, vraiment, merci. Moi, je repars encore une fois énergisée et contente de retourner à mon école. Et il ne faut pas oublier que durant l'émission, les nouvelles sont une présentation d'Orientation. Alors, Orientation est un de nos nouveaux partenaires. On est très content de l'avoir avec nous dans l'équipe. Une source inépuisable
incroyable de nouvelles. Vous pouvez couvrir l'ensemble. Oui, puis toi, Jennifer, en fait, pour piger tes nouvelles, pour les trouver, tu vas sur le site d'Orientation. Exactement. Puis c'est séparé par rubrique. Vous pouvez chercher par mots-clés. C'est un site qui est vraiment pratique et intuitif. Oui, très facile. Alors, vous pouvez vous rendre à orientation.ceric.ca et vous allez avoir cette page-là avec les moteurs de recherche, les articles et vous allez aussi avoir une petite section où vous pouvez vous inscrire à l'infolettre qu'on reçoit à chaque semaine avec un résumé des meilleurs articles. Et en tant que professionnel de la relation d'aide, c'est vraiment aidant et c'est vraiment intéressant de pouvoir faire un genre de mini-formation continue en lisant justement cette newsletter. De rester à veiller à tout ce qui se passe. Exactement. Alors, on remercie notre nouveau partenaire Orientation pour sa participation à l'émission. Et là, on va dévoiler le gagnant du premier concours du 50e de Bonheur et vice-versa parce que vous en aurez 4 au cours du mois. Alors, le premier, c'était 50 $ chez Sport Radical. Roulement de tambour. Alors, on félicite Patricia Cathy. Félicitations! Alors, on est très content que vous embarquiez avec nous dans ces concours. Vous participez vraiment. On essaye de vous rendre l'appareil, de vous dire merci de nous suivre dans notre belle aventure. La semaine prochaine, on parlera encore d'entrepreneuriat avec Guillaume Lamontagne. Oui, tout à fait. Et aussi, il y aura une super invitée, Erika, de chez Madame Lovary. Exactement. Il y aura un concours cette semaine pour pouvoir gagner des produits de serviettes sanitaires dans un esprit de développement durable qui sont réutilisables. Le concours sera lancé jeudi, Jen? Oui, je vais lancer ça jeudi, 11h ou 10h30. Super. On vous invite d'être avec nous la semaine prochaine parce qu'on aura aussi Sandra 5 mars d'Entrepreneuriat U-Laval qui viendra nous parler d'entrepreneuriat. Alors, c'est un rendez-vous? C'est un rendez-vous. Je vous souhaite bonne semaine, les filles. Hey, bonne semaine à toi, Maxime. Un plaisir d'avoir animé avec vous aujourd'hui. Vous étiez à l'écoute de Bonheur et vice-versa. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, tout le monde. À bientôt. À bientôt. Toute l'équipe de Bonheur et vice-versa vous souhaite une agréable semaine. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, de l'improvisation, du théâtre, de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV. Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de gratis. Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message. Tu répètes toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Écoute locale avec Chiz 94.3. La passe est captée par son receveur. Touché. Rouge et or. Ce dimanche 6 octobre, le Rouge et or de l'Université Laval est de retour sur le terrain du Stade TELUS du PEPS. Pour l'occasion, les hommes de Glenn Constantin affrontent les Stingers de Concordia dès 13h. Ne manque pas l'avant-match à partir de 12h30. Rouge et or contre Stingers ce dimanche 13h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.